Nous a rejoint donc Abnou Chalmani, Pascal Perry, vous êtes avec nous. Ruth El-Kriaf, c'est vous qui commencez pour les partis pris ce soir. Rassemblement national et les filles, et vous nous dites les masques tombent. Bah oui, parce que je suis frappée de voir qu'en cette fin d'année, le voile se lève en quelque sorte sur les deux partis extrêmes du champ politique. Alors, je pense qu'on voit peut-être un petit peu mieux que des deux côtés de l'échiquier. Il y a en quelque sorte des mauvaises fréquentations ou proximités qui ne conduisent pas nécessairement à défendre des intérêts de la France. Alors, je commence par parler de Jordan Bardella et du RN et de la relation complexe avec Donald Trump, le Trumpisme ou ses représentants. On vient d'en parler longuement sur la haine de l'Europe que Donald Trump exprime. Alors, bien sûr, hier soir, sur LCI, avec Darius Rochebin, on va écouter tout de suite la réponse de Jordan Bardella sur cette question. Lorsqu'on est français, on est un pont entre l'Est et l'Ouest, mais on est surtout attaché à l'indépendance et à l'autonomie de notre pays. Moi, je ne perçois pas le destin de la France dans la servitude à l'égard d'un État, quel qu'il soit. Et c'est vrai qu'on a un peu trop tendance à se voir plus petit qu'on ne l'est réellement. Alors, c'est vrai que Jordan Bardella réagissait là un peu au lazzi qui avait accueilli une séquence assez moquée. On va pas y revenir 2 heures, où il avait dit une phrase qui est devenue virale maintenant. Mais comment trouve-t-il toute cette énergie en s'adressant à Donald Trump? Bon, et après, voilà, c'est devenu viral. On n'y revient pas. On l'évoque. En tout cas, il a réagi à cela. Mais plus important, dans une autre grande émission, Jordan Bardella avait aussi déclaré n'avoir aucune admiration pour un dirigeant étranger, mais aussi qu'il était heureux de voir que dans le camp occidental, il y avait des leaders courageux comme Giorgia Meloni ou Donald Trump qui veulent arrêter la guerre. Coup double, Donald Trump et Vladimir Poutine, du même coup. On leur fait un petit compliment au passage. Et puis, c'était à Londres il y a quelques semaines, aux côtés du leader du Brexit, Nigel Farage. Il a quand même reconnu être d'accord sur l'essentiel avec la stratégie nationale de sécurité de l'administration Trump qui prédisait un effacement civilisationnel de l'Europe, notamment à cause de l'immigration. Et il l'a dit assez clairement. Pourtant, sur le fond, lui, comme Marine Le Pen, savent qu'il serait très maladroit par rapport à leur propre électorat de se montrer trop proche du président des États-Unis. Parce que ce même président, il taxe très fort les produits français et ça touche évidemment des électeurs du Rassemblement national. Donc c'est évidemment quelque chose qui ne s'exporte pas facilement, qui ne s'importe pas facilement en France, l'admiration du Trumpisme, parce que ça fait mal aussi. Et ça fait mal à des catégories comme les agriculteurs ou comme d'autres catégories. Mais sur le fond, c'est vrai qu'il y a une similitude sur la position sur l'Ukraine ou sur la thèse de l'Europe qui est faible et d'une Europe qu'il faut une Union européenne en tout cas qui devrait être plus faible qu'elle ne l'est aujourd'hui. C'est ce qui leur a permis de répondre avec empressement au rendez-vous proposé vendredi dernier par l'ambassadeur des États-Unis, le propre père de Jared Kushner, le gendre de Donald Trump, Charles Kushner, et qui a fait cette photo magnifique lorsqu'il les a reçus. À l'autre extrémité de l'hémicycle, ce sont les conclusions d'une commission d'enquête parlementaire qui interpelle. Après 40 auditions, dont celle de représentants des services des renseignements, le rapport établit une proximité idéologique parfois très forte entre certains élus nationaux et les courants des frères musulmans. Alors je vais le dire tout de suite, il y a des élus d'autres partis qui sont pas très clairs. Soyons francs, c'est arrivé dans le passé et ça doit tout à fait exister encore. Mais il y en a un, et c'est LFI, qui, dit le rapport, en prétendant défendre les musulmans, LFI soutient en réalité des individus proches des mouvements islamistes. Et plusieurs personnalités sont épinglées pour leur fréquentation souvent assumée, témoignées par des photos, des rencontres, des voyages à l'étranger. Alors il y en a, Thomas Porte, évidemment Rima Hassan. Manuel Bompard a répondu ce matin. Je rappelle que cette commission, elle avait été initiée par Laurent Wauquiez.
Monsieur Wauquiez disait hier à la télévision qu'il avait pour objectif de dégommer la France insoumise, et j'ai plutôt le sentiment que c'est sa commission d'enquête qui s'est fait dégommer. Moi, je le remercie de nous avoir donné l'occasion, lors de l'audition de Jean-Luc Mélenchon, de pouvoir prouver aux yeux de tout le monde qu'il n'y avait évidemment aucun lien et que la France insoumise sur ce sujet était tout à fait irréprochable. Bon, en effet, l'audition de Jean-Luc Mélenchon n'a reçu que de très faibles contradictions au sein même de cette commission, à part celle de Prisca Thévenot. Et elle lui a donné l'occasion, en effet, je dirais, de développer un certain nombre d'arguments qui sont passés crème, comme on dit, alors qu'ils auraient pu être tout à fait contredits et tout à fait, qu'il aurait pu y avoir un travail de la commission plus consistant. On aura déjà parlé des commissions d'enquête parlementaires c'est et les gens travaillent pas. Ce témoignage et ces réponses de Jean-Luc Mélenchon ont été quand même contrebalancés par plusieurs autres, je le disais, les renseignements intérieurs, mais aussi un qu'il faut garder en tête, cet ex-insoumis, Cédric Brun, conseiller régional du Nord, qui a donné des exemples précis, notamment celle de l'arrivée en force du fils de l'imam Iqiyoussen qui a été expulsé au Maroc, celui-ci, Soufiane, avec des amis à lui, à l'intérieur des troupes LFI, avec un objectif précis, la conquête de la mairie de Denain aux prochaines municipales. Et Cédric Brun, c'est pas n'importe qui, c'est un ancien syndicaliste CGT. Il a été dans des usines lutter pour les droits des travailleurs. Et il a confié avoir vu arriver des profils qui ont manifesté contre le mariage pour tous, qui tiennent des propos antisémites, qui font des quenelles et qui ont des revendications communautaires. Et lorsqu'il a alerté clairement la direction nationale de son parti, Manuel Bompard, pour ne pas le citer, ils ne l'ont pas soutenu. Au contraire, ils se sont affichés avec eux. Alors, devant la commission, il a répété: il ne s'agit pas d'un entrisme, c'est pas par hasard, c'est pas par de façon peu claire. C'est une stratégie politique délibérée visant à accueillir ces profils pour obtenir les voix manquantes au second tour des présidentielles. Et il conclut: c'est un choix cynique. Voilà, alors c'est la fin de l'année, bientôt, 2025. Voilà des informations à la disposition des électeurs français. C'est important qu'ils sachent ce qui se passe derrière les discours officiels des uns et des autres, mais ensuite ils jugeront. Abnous ? Moi, je trouve que la France insoumise, justement, alors bon, moi, je trouve ce déni spectaculaire en disant il se passe rien n'a été dit. D'ailleurs, cette espèce d'absence de réaction par rapport au procès qu'ils ont attenté contre Raphaël Enthoven, qui avait parlé de passionnément antisémite. Je veux dire, c'est comme si ça n'avait pas existé. Maintenant, c'est une nouvelle tactique, c'est le déni. C'est que ça n'existe pas, qu'elle fait. Bon, ça nous intéresse pas. Bon, ça, c'est vraiment quelque chose qui m'inquiète parce que c'est encore une manière, vous savez, de refuser le débat. De dire ces faits n'existent pas. Mais LFI, ça fait quand même un bout de temps. Je veux dire, il n'y a pas une seule manifestation de LFI où on n'a pas vu apparaître des personnages qui sont proches pas seulement des frères musulmans, mais aussi d'organisations considérées comme des organisations terroristes par l'Union européenne, par la France, par les États-Unis. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'inquiétant. Donc, c'est heureux que les masques tombent, mais c'est une chose que les masques tombent, c'est une autre que une certaine forme de militantisme accepte de voir le vrai visage. Et on a eu ça, avec le stalinisme, où jusqu'au bout, je rappelle l'ouverture de l'UMA après la mort de Staline, c'était encore le bon petit père des peuples, malgré tout ce qu'on savait déjà sur les goulags. Donc les masques tombent, vigilance. Et comme on dit ici, faites-vous votre opinion à partir des faits que vous nous avez rappelés. L'économie, Pascal Perry, vous nous parlez de l'avion franco-allemand SCAF. Et après plusieurs tentatives de rabibochage, si je puis dire, c'est un échec. C'est ce que vous constatez. Alors, oui, pour le moment, je renvoie à la conversation qu'on a eue avec Jacques Attali. La défaite est une situation strictement temporaire, comme disait Napoléon. Donc on peut s'imaginer qu'on aura des lendemains qui chantent. Alors oui, c'est vrai qu'il y a des ailes de la discorde entre Français et Allemands, et même entre Français eux-mêmes. L'objet de la dispute, c'est un avion de combat qu'on doit développer ensemble. C'est un projet collectif. En 2040, le SCAF. Alors, la rivalité, pour le moment, Elisabeth, elle est plutôt de nature industrielle. Il y a évidemment un petit bras de fer politique et diplomatique, mais je pense qu'on serait en situation de pouvoir en sortir. Au départ, il faut décrire de quoi on parle, il faut dire de quoi on parle. Au départ, un projet d'avion européen avec la France, avec l'Allemagne, avec un peu l'Espagne et un tout petit peu la Belgique. Chacun, c'est un projet industriel, donc chacun fixe ses spécifications, son cahier des charges. Alors c'est un projet qui intègre
tout l'univers de combat. On parle d'un avion de combat qui doit substituer des avions qui existent déjà, dont le Rafale. Et donc, on a quelque chose d'extrêmement moderne, en tout cas sur le papier, pour démarrer. C'est l'avion plus son environnement. J'ai appelé cet après-midi le général Patrick Dutart, qui est un grand aviateur, qu'on connaît bien ici, qui m'expliquait que jusqu'à présent on vendait des avions. Là, on vend un ensemble, si vous voulez, intégrant des éléments qui viennent de l'extérieur. Je ne veux pas rentrer dans le détail, mais vous avez compris qu'il s'agit quand même d'une innovation. Et donc cet avion doit succéder au Rafale de Dassault et à l'Eurofighter, alors ça c'est important, qui a été imaginé, construit, financé par les Anglais, les Italiens, les Allemands, les Espagnols. Donc vous avez 2 avions aujourd'hui. Les Français, dans le domaine des spécifications, voudraient un avion qui puisse se poser sur un porte-avions. Évidemment, on a des porte-avions. Les Allemands, non. Les Allemands expriment d'autres besoins. Et donc, à ce stade, le projet est au point mort. Dassault et Airbus, c'est qu'il y a une section importante, il y a une division de Dassault qui travaille sur le militaire, mais aussi c'est le cas chez Airbus, ont engagé un bras de fer pour le contrôle du projet. A priori, Dassault est maître d'œuvre. Mais quand la mauvaise foi s'en mêle, les Allemands se plaignent par exemple de la mainmise de Dassault. Ils prétendent que Dassault revendique 80% de la charge de travail, ce que dément Éric Trappier, le dirigeant de l'entreprise. Dans un courrier, c'est vrai, Dassault a affirmé pouvoir fournir 80% des pièces de l'avion. C'est pas tout à fait la même histoire. C'est pas prendre 80% du contrôle, mais c'est fournir 80% des pièces. La vérité, elle est un peu ailleurs, Elisabeth, et ça montre d'ailleurs les limites de ce qu'on évoquait tout à l'heure avec Jacques Attali. Airbus est également partie prenante avec l'Eurofighter, mais j'ai pris soin de vous le préciser tout à l'heure, Airbus, avec l'Eurofighter, a une relation historique avec les Anglais. Or, les Anglais et Airbus ont signé des accords de confidentialité pour éviter les transferts de technologie. Donc aujourd'hui, c'est ce que dit Dassault, Airbus est autour de la table mais n'a rien à proposer. Ils ne peuvent rien proposer en réalité parce que une partie de ce qu'ils savent est protégée par une espèce de secret industriel. Donc c'est un dossier qui montre qu'il est difficile de mener des projets militaires coopératifs en Europe, qui montre aussi qu'il y a des rivalités qui peuvent être des rivalités industrielles, qui peuvent être des obstacles aux bonnes intentions. Surtout aujourd'hui avec les Allemands, c'est un peu extérieur au dossier de l'avion, parce que les Allemands ont désormais une ambition militaire, y compris une ambition militaire industrielle en Europe. Ils n'hésitent pas à s'entendre avec d'autres que les Européens. Le dernier exemple en date, c'est la signature de Rheinmetall avec une start-up américaine, alors que chacun chante sur tous les toits qu'il faut absolument armer l'Europe et travailler ensemble. Donc, si on regarde par la lorgnette, ce projet, c'est un fiasco européen, pour le moment, qui traîne depuis très longtemps et qui va quand même à rebours de tout ce qu'on essaye de constituer aujourd'hui en termes d'unité européenne, Ruth. Oui, non, c'est sûr que c'est une relation franco-allemande très très difficile là-dessus et franco-française, comme l'expliquait Pascal, à l'intérieur même des industriels français pour savoir qui va s'en occuper. Et bon, après, c'est vrai que les Allemands, par exemple, ont aussi, sur le plan de l'armement, se sont tournés vers les Américains, se sont tournés vers des projets... Des américains, exactement. Mais de façon claire, encore très récemment. Et cela, ça met tout de suite, ça jette un froid tout de suite dans justement, avec les Français, par exemple. Alors, Amnous, votre parti pris, c'est une visite à la Maison-Blanche où on découvre désormais des portraits qui, justement, revisite l'histoire immédiate. C'est extraordinaire, c'est quand vous arrivez à la Maison-Blanche le long d'une colonnade menant au bureau ovale, Trump a fait installer une promenade de la gloire présidentielle, vous voyez sur ces images-là, et une plaque d'introduction placée au début du parcours explique que, je cite, la Presidential Walk of Fame a été conçue, construite et consacrée par le président Donald J. Trump comme un hommage au président passé, bon, mauvais et quelque part au milieu. Non, c'est textuel. C'est textuel et promet que cet ensemble, je cite encore, vivra longtemps comme un témoignage de la grandeur de l'Amérique. Je rajouterai, ou plutôt de la grandeur de Donald Trump tel qu'il le fantasme. Alors, nouveauté dans la galerie, on avait les portraits, bien maintenant, il y a des notices biographiques qui sont, comment dire, pour être polygratinées. Alors, on va commencer par le dernier, vous le voyez ici, enfin l'avant-dernier, Sleepy Joe Biden.
qui, avant même l'ajout d'une plaque, n'avait pas le droit à sa photo, mais à la photographie d'une machine à signer, le fameux autopen dont il s'est servi pendant sa présidence pour signer Alors des voilà, décrets. il faut expliquer qu'il n'y a plus sa photo, mais c'est la machine à voter qui a été machine à signer. à signer. Et donc, il qui a mis remplace la photo. Voilà, ça je vous en avais déjà parlé, et c'est aussi pour revenir, pour insister sur effectivement les déficiences cognitives de Joe Biden. Et le pire, et c'est toujours le pire avec Donald Trump, c'est que c'est vrai. C'est que Joe Biden n'était pas en état. Oui, mais ça ne peut pas réduire sa présidence. C'est ça, c'est qu'il y a une partie qui est vraie, mais on peut évidemment pas le réduire à ça. Mais ne vous inquiétez pas, il décrit aussi Joe Biden de loin comme le pire président des États-Unis, affirme qu'il est arrivé au pouvoir à l'issue, je cite encore, de l'élection la plus corrompue jamais vue aux États-Unis. Donc il revient sur la théorie du scrutin volé de 2020. Alors je rappelle pour les distraits que les tribunaux électoraux, qu'il a été prouvé qu'il n'y avait pas eu de fraude massive. Et enfin, il finit par lui imputer à Joe Biden la responsabilité de la guerre en Ukraine, la crise économique et même l'attaque du 7 octobre en Israël. C'est marqué, donc il est indiqué sur le carton qui est sous le portrait que c'est à cause de lui que sont survenues ces trois tragédies. Pour Barack Obama, sous la plaque de son portrait, il le qualifie de l'une des personnalités politiques les plus clivantes de l'histoire, et le texte n'utilise que son nom en entier, c'est-à-dire Barack Hussein Obama. Je rappelle que Donald Trump avait utilisé les origines douteuses, comme il disait, de Barack Obama pour le délégitimer et dire qu'il n'avait pas eu le droit de se présenter à la présidence. Je rappelle toujours pour les districts, vous pouvez vous appeler Hussein et devenir président des États-Unis. Sous Bill Clinton, la plaque rappelle ses succès économiques, mais les attribue au Congrès républicain et au boom technologique des années 90, en ajoutant qu'ils ont été obtenus malgré les scandales qui ont plombé sa présidence. Et vous attendez tous, non, le nom de Monica Lewinsky n'est pas précisé, mais la biographie se termine sur une pique purement trumpiste. Je cite, en 2016, la femme du président Clinton, Hillary Clinton, a perdu la présidence face au président Donald J. Trump, manière de résumer son héritage à la défaite de son épouse. Pour Jimmy Carter, le texte énumère toutes les mauvaises nouvelles de son mandat, crise des otages en Iran, inflation, expansion du communisme, invasion soviétique de l'Afghanistan, comme si sa présidence n'avait été qu'une succession d'échecs. Bon, alors, j'avoue pour ma part, c'est pas complètement faux, c'est même un petit peu vrai, mais la nuance arrive à la dernière ligne. Il y a pas eu un petit accord de paix là quand même avec Jimmy Carter, non ? Non mais peut-être, mais ça a quand même été globalement assez mauvais comme présidence. C'est vrai, mais enfin il reste une image qui est une image de la paix entre Israéliens et je crois que c'est. Quand on voit, mais quand on voit ce qu'on en est, c'est pas non plus, c'est une chose sur quand même 444 jours quand même les otages des diplomates américains sont restés à Téhéran. La seule nuance arrive dans la dernière ligne qui concède qu'il a fait ensuite des choses merveilleuses pour l'humanité. Donc en fait, ce n'était qu'une étape. Ce qui compte, c'est ce qu'il a fait après. La plaque pour JFK, alors héros de guerre de la Seconde Guerre mondiale, premier président catholique, discours inspirant contre le communisme, son rôle crucial dans la crise des missiles. Bon, il rajoute quand même la baie des cochons, ça a quand même été un échec. Mais il n'en dit pas plus pour une seule raison, parce que le petit-neveu Robert F. Kennedy Jr. étant dans son administration, il y passe un peu vite. C'est Lyndon Johnson qui prend cher, celui qui a suivi JFK. Le texte souligne qu'il a fait adopter les Civil Rights Act de 64 et le Voting Rights Act de 65, éléments décisifs pour l'égalité des droits dans les États-Unis. Et Trump présente ces lois que son administration interprète différemment. À vous de juger ce qu'il entend par là. Mais il rajoute et il insiste surtout sur le fait que le mécontentement lié à la guerre du Vietnam a conduit Johnson à renoncer à se présenter en 68 comme pour réduire sa présidence à un échec stratégique. Qu'est-ce que vous voyez dans cette réécriture ? Clairement, ce que je vois, c'est ça qui est fascinant avec Trump, c'est qu'on connaissait déjà son narcissisme. Ça, il avait même fait une vidéo pour se montrer sur le mont Rushmore avec les autres présidents, les fondateurs des États-Unis, qui ont fait l'indépendance des États-Unis, vous voyez. Et le projet n'a pas tenu parce que la roche est trop fragile. Ça aurait pu arriver. Non, il colonise l'histoire américaine. C'est qu'il y a chez Trump, de besoin, le présent ne suffit pas. Il faut qu'il mette sa marque partout. En fait, il tape l'incruste partout, jusque dans l'histoire américaine. C'est le fait de réécrire les biographies, de vouloir s'incruster jusque dans le passé pour rectifier, pour l'écrire à sa sauce à lui. C'est ça qui est absolument spectaculaire. Moi, je me dis, le soir, il doit rêver au jour où il imposera
mettra son visage sur tous les billets de dollars en circulation aux États-Unis. Il doit aussi le faire le matin en se rasant. Il a vraiment ce délire-là. Et vous voyez ce qu'il fait, juste pour finir, à la Maison-Blanche, le fait qu'il redécore à la sauce Trump et qu'il a détruit la roseraie légendaire de Jackie Kennedy pour la bétonner. Tout ça dit une espèce de manière de le passer hors moi n'existe pas. La colonisation. Mais en une seconde. Une seconde. Merci. C'est l'absence de contre-pouvoir. Comment est-ce qu'on peut réécrire l'histoire et qu'il y ait personne qui représente l'État et l'histoire de l'État et qui proteste à l'intérieur même de la structure de l'administration américaine?